Bonjour, bienvenue à ce module de cours sur les fiches techniques de divers types de diodes, qui est un des objectifs que l'on a dans le cours, c'est de vous rendre plus habile ou plus compétent à aller chercher dans des fiches techniques des différents manufacturiers de composants semi-conducteurs. Toutes les choses que je vais regarder dans ce bloc de cours-là sont des choses que vous pouvez facilement avoir en ligne en tapant le numéro du composant sur une fenêtre Google. Donc, on va vous amener à des PDF et c'est comme ça que j'ai obtenu chacune de ces fiches techniques. Donc, si on regarde ce composant, donc le 1N4148, en fait, c'est différentes variantes d'une même diode. Donc, ce que vous allez utiliser au laboratoire, c'est un 1N4148, qui est une diode généralement considérée comme une diode signal. Et donc, c'est une diode qui a la caractéristique, une diode qui a des caractéristiques de répondre assez rapidement en signal. Donc, si on regarde, c'est pas une diode qui est capable de supporter des très hautes tensions inverses. J'ai déjà parlé au cours que si vous voulez vous amuser à mettre une diode, par exemple, directement sur le secteur, le 120 volts AC va vous donner des pointes à 175 volts, bien, cette diode-là, elle ne serait pas adéquate pour faire ça. Donc, c'est une diode, et donc on vous dit qu'elle est bonne pour vous prendre, disons, 200 milliampères de courant moyen. Elle est capable de tolérer des impulsions de l'ordre de 4 ampères pour une durée de l'ordre de la microseconde. Il faut faire attention. Quand on parle de ça, on parle de niveau de courant qui pourrait éventuellement la détruire. Et donc, c'est un composant, en fait, ce genre de composant physique qui fait peut-être, je ne sais pas, un peu moins de 1 centimètre, peut-être 7 ou 8 millimètres de long. C'est un boîtier qui est capable de soutenir environ une dissipation continue d'environ 500 milliwatts. Et là, on vous donne un coefficient donc d'échauffement thermique de combien de degrés Celsius ça va s'échauffer dans l'air si vous passez un certain nombre de milliwatts dedans. Donc, si vous mettez 500 milliwatts là-dedans, ça va devenir très chaud. Vous pouvez vous brûler les doigts. Si on poursuit notre discussion de cette diode, donc il y a plusieurs caractéristiques qui vont donc nous intéresser. La tension de brisure de la diode, la tension directe de la diode, et vous voyez que donc cette tension directe de la diode que vous avez ici, ben, on vous la donne pour différents courants. Donc on vous dit que à 5 milliampères, la tension peut aller entre 600 millivolts et 700 millivolts. Donc, pour ce modèle, en fait, il y a différents modèles. Là. Je vous ai, disons, proposé que celle que vous allez utiliser, c'est la 4148, plus que les autres. Mais, donc, la EN 4148, on la retrouve ici, là-dedans. Puis, on la retrouve, je la cherche, je ne sais pas trop où elle est là-dedans, là, mais c'est une de ces caractéristiques-là. Un des points importants que je voudrais apporter à votre attention sur les diodes, c'est le reverse recovery time, le temps de recouvrement inverse, qu'on vous cite être de 4 nanosecondes. Donc, pour comprendre ce qu'est le temps de recouvrement inverse, en fait, on va vous la faire mesurer au laboratoire. Et vous avez ici sur cette plage, cette figure qui est tirée de l'énoncé de laboratoire. Donc, vous avez une définition du temps de recouvrement. Donc, si vous avez un certain courant qui passe, par exemple, 1 milliampère, 5 milliampères, un courant direct, et que vous passez immédiatement et instantanément dans un mode de polarisation inverse, ben, contrairement à ce que vous pourriez vous attendre, le courant ne devient pas instantanément zéro. La diode est conductrice parce qu'il y a des charges dans sa zone de charge d'espace. Cependant, assez rapidement, elle va récupérer et elle va arrêter de conduire. Et on définit le temps de recouvrement inverse généralement comme étant le temps que ça prend
pour revenir à un quart du courant max inverse. Donc, c'est ce qu'on appelle donc le TRR, qui est la différence de temps entre le moment où le courant inverse commence à passer et le moment où le courant inverse atteint 25% de cette pointe. Donc, c'est quelque chose que vous allez mesurer au laboratoire. La 4148 est une diode qui a des caractéristiques pas mauvaises à cet égard-là. On vous la spécifie comme ayant un temps de recouvrement de l'ordre de 4 nanosecondes. Donc, c'est intéressant. Vous avez ensuite, bon, je ne vais pas aller dans tous les détails, c'est à votre disposition. Vous pouvez voir comment se comporte, c'est votre fameuse caractéristique exponentielle de la diode qui est là. Bien sûr, vous êtes tracé sur une courbe semi-log. Donc, la droite sur une courbe semi-log, c'est bel et bien une caractéristique exponentielle. Donc, la 1N4148 ou 1N914, dépendant du manufacturier ou de la série de ce que vous allez acheter. Un autre composant qui est extrêmement populaire et avec lequel vous allez travailler au laboratoire, c'est la 1N4001. Je retourne à la première page de cette, de cette fiche technique. Donc, les 1N4001 à 4007. 1N4001 à 4007 ont les tensions inverses de brisure vont de 50 volts jusqu'à 4000, jusqu'à 1000 volts. Donc, de façon commune, je crois que ce qu'on a fait mettre dans vos sacs, c'est des 1N4004 qui sont capables de soutenir 400 volts en inverse. Donc, c'est une petite diode, elle n'est pas beaucoup plus, un petit peu plus grosse que la 1N4148 que je vous ai montré il y a 2 minutes. Et vous observez que donc cette diode est capable de soutenir une dissipation de puissance de l'ordre de 3 watts. Elle est capable de tolérer un courant moyen de 1 ampère et elle est capable de tolérer un courant maximum de 30 ampères, mais il faut bien lire les petits caractères. Donc, on vous dit ici Non-Repetitive Peak Forward Surge Current, et vous regardez le 8,3 millisecondes, ben, ça correspond à une demi-période à 60 Hz. Donc, si on imagine qu'on a un coupe-circuit en série avec cette diode, ben, pour que le coupe-circuit, dans le cas d'un court-circuit violent, puisse protéger cette diode pour pas qu'elle soit vaporisée ou qu'elle vous explose au visage, ben, il faudrait que le coupe-circuit ne laisse pas passer une deuxième période. Et si vous avez une période où il y a une faute dans un circuit, un court-circuit, vous pouvez tolérer 30 ampères. Et ça, c'est ce qui est spécifié. Bien sûr, il y a toutes sortes de caractéristiques qui sont éventuellement non spécifiées. Donc, par exemple, si on s'en va voir en bas de cette spécification, ben là, on cherche le temps de recouvrement. Le temps de recouvrement inverse, ben là, on ne vous le donne pas. Il n'est pas disponible ici. Donc, ici, on dit que on vous donne d'autres spécifications. On vous donne la capacité de jonction, mais le TRR pour cette diode n'est pas spécifié. Il faut savoir donc que la 1N4001, ce n'est pas une diode signal. C'est une diode typiquement conçue et vendue pour faire des blocs d'alimentation. Donc, quand vous allez avoir des applications de redressement en signal, on va en parler des applications, on prendrait une N4148. Si vous voulez faire un bloc d'alimentation et que vous êtes appelé à mettre des tensions élevées, ben, la bête de trait standard, ce serait peut-être le 4003 ou le 4004 qui va bien se comporter pour porter des courants importants, 1 ampère de courant moyen, qui est capable d'endurer des courts-circuits assez substantiels, donc jusqu'à 30 ampères sur une demi-période à 60 Hz. On vous dit c'est quoi sa capacité parasite, mais on ne vous en dit pas plus sur son temps de recouvrement. Si on regarde un petit peu plus loin dans cette spécification, ben encore une fois, on vous donne les caractéristiques de cette jonction. Vous voyez et observez que dans ce cas-ci, donc la courbe entre chute
de tension versus courant sur ce graphique semi-log, elle n'est pas tout à fait linéaire. Parce que bien sûr, en série avec la jonction de la diode, il y a autre chose, il y a la résistance série. Et comme elle est un peu conçue pour aller à des courants assez substantiels, peut-être 1 ampère, donc vous pouvez voir que quand vous poussez un courant plus élevé dedans, la chute de tension ohmique au travers de la diode va commencer à compter, ce qui va faire infléchir la réponse. Donc, ce n'est pas seulement une réponse exponentielle. Puis vous voyez l'ordre de grandeur. En fait, on vous la fait commencer à 0,6 volts. Puis le régime normal où on va se retrouver, c'est entre là et 1 ampère. Donc, si vous passez 1 ampère dedans, vous vous attendez à voir 0,9 volts, qui est quand même une quantité assez substantielle et importante. Donc, je vais passer à un autre qui vous est cité dans l'énoncé de laboratoire et qui vous est proposé pour faire des simulations. Donc, c'est la, la MUR 460. Donc, la MUR 460, c'est un autre composant qui est conçu pour faire essentiellement des blocs d'alimentation. Dépendant du modèle, la tension inverse que ça peut soutenir va jusqu'à 600 volts. Vous voyez ici 600 volts, dépendant du modèle. C'est capable de tolérer un courant moyen qui va jusqu'à 4 ampères, qui est quand même considérable. Et la pointe non répétitive sur ce composant-là, dépendant du modèle, ça peut aller jusqu'à 70 ampères ou 125 ampères. Donc, si on la compare à une 4001, elle serait capable de porter un courant moyen qui est 4 fois plus important en moyenne et de tolérer des points qui sont de 2 à 4 fois plus élevés, dépendant du modèle. Donc, je ne sais pas ici, pour celle-là, donc on a un TRR qui vous est spécifié, un TRR de 35 à 75 nanosecondes. Donc, dans ce cas-ci, la spécification est plus complète et on vous donne un temps de recouvrement de l'ordre de 75 nanosecondes. C'est peut-être un peu le niveau auquel vous pourriez retrouver une 4003 ou une 4004. Et rappelez-vous que le comparable pour la 1N4148, le comparable était, on avait ici, si je peux avoir la bonne valeur, donc on avait, il me semble, pour la N4148, le temps de recouvrement, je pense que c'est la page, ou peut-être la page suivante, je me balade là-dedans. Donc, le temps de recouvrement, qui vous est spécifié ici, qui est de 4 nanosecondes. Donc, si je compare une EN4148 qui me donne un temps de recouvrement de 4 nanosecondes à une MUR 460 qui, elle, me donne un temps de recouvrement de 75 nanosecondes, vous voyez qu'elle est beaucoup plus performante en termes de capable de porter des courants élevés, mais son temps de recouvrement qui vous est spécifié, je peux le retrouver en me baladant dans la spécification. Donc, le temps de recouvrement qui est de l'ordre de 75 nanosecondes. Donc, c'est potentiellement 20 fois plus long. Donc, comme diode signale la EN4148 est supérieure, celle-là, elle porte un courant plus élevé. Le temps de recouvrement peut être possiblement 20 fois plus long qu'une N4148. Puis pour ce qui est de la 4001-4007, qui est un composant bonbon pas cher qu'on va retrouver dans les blocs d'alimentation partout, en fait, la valeur n'est même pas spécifiée. Donc, vous pouvez aller la mesurer au laboratoire, mais il n'y a pas de spécification. Et j'ai inclus dans cette discussion un autre composant qui peut être intéressant. C'est une autre technologie. Ce n'est pas du silicium, c'est de l'arsénure de gallium. C'est une diode Schottky. Donc, une diode Schottky, typiquement, c'est une jonction entre un métal et un semi-conducteur. Et ça a la caractéristique de donner des temps de recouvrement qui sont beaucoup plus courts et ça fonctionne beaucoup plus vite. En réalité, vous voyez ce qu'on dit ici, cette diode, vous
pourriez vous en servir jusqu'à 80 GHz. Donc, essayez pas de prendre aucune des 3 diodes précédentes que je viens de discuter et de vous en servir à 80 GHz. Ça ne fonctionnera pas du tout. Les temps de recouvrement sont au-delà de la nanoseconde. Donc, implicitement, si on me parle de fonctionner à 80 GHz pour une détection de puissance transmise dans une application RF, c'est une diode pour des applications RF. Bien sûr, ça veut dire que le temps de recouvrement est extrêmement court pour un composant comme ça. Donc, à chaque application, son composant. Et puis, si je descends un peu plus bas, j'ai regardé dans la spécification, mais je n'ai pas trouvé à proprement parler de spécification du temps de recouvrement. Hein. J'ai cependant vu je pense à la page suivante, qu'on me dit que le composant a des capacités parasites qui sont extrêmement faibles. Je ne sais pas si je peux le trouver. Donc, je cherche rapidement. Je ne vais pas le trouver rapidement, c'est toujours comme ça. Donc, je cherche à l'intérieur de ma spécification. Donc, je me balade sans qu'on vous spécifie pour cette jonction. Ah, je ne le trouve pas. Donc, les capacités parasites pour ce composant-là sont effectivement très faibles et ça permet d'avoir un fonctionnement qui peut aller jusqu'à 80 GHz. Vous voyez, chose intéressante aussi à considérer. Donc, par exemple, cette diode à l'arsénure de gallium qui est exploitable jusqu'à 80 GHz, ben, à très faible courant, elle conduit avec une chute directe qui est inférieure. Une diode Schottky, ça commence à conduire à 0,5, donc une chute directe qui est inférieure à celle des diodes au silicium. Mais ce qui est cependant remarquable, c'est la tension de brisure inverse. Donc, elle n'a pas juste que des qualités. Vous ne ferez pas un bloc d'alimentation avec cette diode. Elle est très rapide, mais sa capacité de supporter les tensions inverses est très limitée. Donc, ceci termine ce que je voulais vous dire sur les fiches techniques et les divers types de diodes à votre disposition. Donc, votre 1N914, 1N4148, une bonne diode signal. La Bobon pas cher pour des blocs d'alimentation, la 4001. La MUR 460, qui est une bête de trait qui est plus puissante, qui est plus capable de supporter des courants encore plus élevés. Et si vous voulez aller à des fréquences très élevées, donc jusqu'à au-delà d'un gigahertz, ben, comme diode signal, vous pourriez venir vous exploiter une diode comme une diode arsénure de gallium Schottky qui va répondre beaucoup plus vite, mais qui a une tension de brisure qui est modeste. Donc, vous ne ferez pas des blocs d'alimentation, puis vous ne connecterez pas ça sur le secteur. Donc, merci pour votre attention.